Dans l'automne de 1925, lors d'une foire de comté dans les collines du Texas, un vieil homme coiffé d'un bonnet de guerre comanche coursa un jeune veau à cheval, l'abattit d'une seule flèche et mangea son foie cru tandis que la foule se taisait. Il s'appelait Hermann Lehmann, né à quelques kilomètres de là, dans une famille de fermiers immigrants allemands. Des pillards Apaches l'avaient arraché au champ de blé familial à 11 ans. Des soldats le ramenèrent de force chez lui à 10 à 9 ans, mais selon ses propres mots, le reste de lui-même n'est jamais revenu du tout. Ceci est l'histoire d'un garçon qui vécut entre deux mondes et choisit en silence celui dans lequel il n'était pas né. Pour comprendre comment un garçon de ferme allemand du comté de Mason finit par devenir le fils adoptif de Quanah Parker, il faut commencer dans un endroit qui n'existe plus vraiment, la frontière allemande du Texas central. Dans les années 1840 et 1850, des milliers d'immigrants allemands naviguèrent jusqu'au Texas et s'enfoncèrent dans les collines calcaires le long des rivières Llano et Pedernales, bâtissant des villes comme Fredericksburg, Castile et Loyal Valley. Ils élevèrent des maisons de pierre, plantèrent du blé dans les fonds de ruisseaux et chantèrent des hymnes méthodistes en allemand le dimanche matin. C'était un monde dur, ordonné, plein d'espoir, et il se trouvait directement à la lisière du territoire Comanche et Apache. Cette lisière comptait. Pendant la guerre civile, les soldats quittèrent la frontière et des partis de pillards descendirent des plaines sous la pleine lune, celle que les colons apprirent à appeler la lune Comanche, volant des chevaux et parfois enlevant des enfants. Vers 1870, les familles du comté de Mason travaillaient leurs champs avec des fusils appuyés contre les piquets de clôture. Les Lehmann étaient l'une de ces familles de blé et de pierre, installées près de Loyal Valley sur la route entre Fredericksburg et Mason. Moritz Lehmann mourut jeune, et sa veuve Auguste se remaria avec un voisin nommé Philipp Buchmeyer, fusionnant deux familles en une seule ferme animée. Hermann naquit le 5 juin 1859, son frère Willie 2 ans plus tard, et si vous aviez demandé à quiconque à Loyal Valley des nouvelles des garçons Lehmann au printemps de 1870, on vous aurait dit qu'il n'y avait rien de remarquable chez eux. Puis vint le 16 mai. C'était un lundi chaud et le blé mûrissait, ce qui signifiait que les oiseaux l'avaient trouvé. Auguste envoya les enfants les chasser. Hermann était à 3 semaines de son 11e anniversaire. Willie avait 8 ans, 2 de leurs sœurs étaient à proximité et le champ se trouvait en vue de la maison. C'était à peu près aussi sûr que n'importe quelle tâche sur cette frontière pouvait l'être. Les enfants ne virent jamais les pillards avant qu'ils ne soient déjà parmi eux. Un petit groupe d'Apaches, des Mescaleros et des guerriers Lehmann, qui avaient chevauché des centaines de kilomètres vers l'est depuis les montagnes du Nouveau-Mexique, surgirent des broussailles au galop. Hermann se souviendrait plus tard d'un guerrier qui l'avait saisi si vite qu'il n'eut pas le temps de crier. Les filles coururent vers la maison. Les hommes voulaient les garçons. Ils dépouillèrent Hermann et Willie de leurs vêtements de toile, suivant la logique pratique de pillards qui savaient qu'un enfant nu dans un pays de cactus ne courra pas loin, les jetèrent en travers des chevaux et tournèrent vers l'ouest au galop. L'homme qui revendiqua Hermann comme son propre butin était un guerrier nommé Carnoviste. Hermann ne le savait pas encore, mais ce nom allait définir les 6 prochaines années de sa vie. Ce qui suivit fut une épreuve de distance. Les pillards chevauchèrent durement pendant des jours vers le nord et l'ouest à travers le pays du Llano et jusque sur les plaines ouvertes. Les garçons ne reçurent presque rien à manger, leur peau nue se couvrit de cloques au soleil, et Hermann décrivit plus tard avoir été si consumé par la soif et l'épuisement que les jours se fondirent en une seule traînée ininterrompue d'herbe et de ciel. Et puis, quelques jours après le début de la chevauchée, le groupe se relâcha ou manqua de chance. Ils furent repérés et poursuivis, et dans la confusion d'une escarmouche au galop, le petit Willie fut abandonné sur la piste. Il avait 8 ans, nu, brûlé par le soleil, et seul dans un pays qu'il ne connaissait pas. D'une manière ou d'une autre, il marcha et erra en direction des colonies jusqu'à ce que des chercheurs le trouvent couvert de cloques, affamé et vivant, porteur du seul témoignage oculaire que la famille obtiendrait pendant près d'une décennie. Willie rentra auprès d'une mère qui pleura sur un fils retrouvé, puis dut absorber ce que ce retour signifiait. Hermann était toujours là, bas, quelque part au-delà de l'horizon,
et il n'y avait rien que quiconque à Loyal Valley pût y faire. Auguste Buchmayer prit une décision ce printemps-là qu'il est facile de survoler en lisant et difficile de véritablement accomplir. Elle décida de ne pas enterrer son fils dans son esprit. Pendant les 8 années suivantes, elle écrivit des lettres à des officiers de l'armée, à des agents indiens, à des journaux, à quiconque ayant autorité sur la frontière, décrivant un garçon blond aux yeux bleus enlevé d'un champ de blé près de Loyal Valley en mai 1870. La frontière était pleine de parents en deuil et la plupart de ces lettres ne changèrent rien. Retenez ce détail toutefois, car l'une d'elles finirait par changer les choses. Herman, pendant ce temps, fut emmené vers l'ouest dans les montagnes du Nouveau-Mexique, dans un camp Apache et un destin qu'il n'aurait pu imaginer. Et ici l'histoire tourne, car ce que les Apaches firent ensuite n'était pas simplement de la cruauté et ce n'était pas simplement de la bonté. C'était un processus, ancien et délibéré, pour transformer l'enfant d'un ennemi en l'un des leurs. Les premières semaines furent la brisure. Herman fut, selon son propre récit ultérieur, battu, brûlé, moqué et travaillé jusqu'à l'épuisement. Il était la plus basse créature du camp, portant l'eau et le bois, dormant là où on le laissait tomber. La captivité dans les plaines commençait souvent ainsi, un dépouillement de la personne que l'enfant avait été. Mais parallèlement à la maltraitance, quelque chose d'autre se passait que Herman ne comprit qu'avec le recul. On le formait. Les mêmes hommes qui le frappaient le forçaient aussi à courir de longues distances jusqu'à ce que ses poumons lâchent, puis plus loin encore. Ils le jetaient dans des torrents de montagnes glacées en hiver et le forçaient à nager. Ils le mettaient sur des chevaux à moitié sauvages et attendaient de lui qu'il reste en selle. Chaque tourment était aussi une leçon, et les leçons avaient une direction. Les Apaches ne gardaient pas un esclave. Ils façonnaient un fils. Et autour de cette école rude, la vie ordinaire continuait, car un camp Apache n'était pas une machine de guerre. C'était un foyer, se déplaçant au rythme des saisons à travers les montagnes du sud du Nouveau-Mexique. Et Herman vint à en connaître les rythmes, comme il avait autrefois connu les semailles et la récolte. Il y avait des femmes qui nourrissaient le garçon captif sans qu'on le leur demande, et des enfants qui se battaient avec lui, puis jouaient avec lui, puis simplement l'incluaient. Cruauté et tendresse venaient des mêmes lodges, et un enfant solitaire fait ce que les enfants solitaires ont toujours fait. Il s'attacha à quiconque était là. Pourtant, un captif qui rêve de chez lui est un captif qui s'enfuira. Carnoviste comprenait cela, et ainsi, à un moment de cette première année, il dit à Herman un mensonge, calmement et entièrement. Il dit au garçon que le raid ne s'était pas arrêté au champ de blé. Il lui dit que les guerriers étaient revenus et avaient tué toute sa famille, sa mère, son beau-père, son frère, ses sœurs, tous morts. Il n'y avait plus de ferme sur le Llano vers laquelle revenir. Il n'y avait plus rien derrière lui. Herman le crut. Pourquoi ne l'aurait-il pas cru? Il avait 11 ans, à 1600 kilomètres de territoire hostile de tout ce qui lui était familier. Et le mensonge fit exactement ce pourquoi il avait été conçu. Il coupa la corde. Un garçon sans famille n'a aucune raison de fuir, et un garçon sans raison de fuir peut recevoir une nouvelle famille. Les Apaches lui donnèrent un nom, Enda, qui signifiait garçon blanc, et Carnoviste commença à le traiter moins comme un butin et davantage comme un héritier. Cela fonctionna avec une rapidité que Herman lui-même trouva remarquable quand il y repensa en tant que vieil homme. En 2 ans environ, le garçon allemand qui avait prié sur un banc méthodiste chevauchait accru à travers le Malpaïs, tirant à l'arc depuis un cheval au galop et pensant en Apache. Les compétences venaient avec une vision du monde. Le courage était la plus haute monnaie. La générosité venait juste après, et la bande était le monde. Ses premiers raids lui enseignèrent le savoir-faire derrière la terreur que ressentaient les colons. Un groupe voyageait léger, et principalement la nuit, chevauchant des chevaux de relais sur des distances qui rendaient la poursuite surnaturelle, et la pleine lune que les Texans redoutaient n'était que de la lumière de travail. Herman commença tout en bas, tenant les chevaux dans l'obscurité au bord d'un ranch endormi, tandis que les hommes se glissaient parmi les corrals, et progressa par degrés, jusqu'à ce que quelque part dans ces années, il cesse d'être le garçon que les guerriers protégeaient et devienne un guerrier. D'autres garçons l'observaient. Il en était fier.
En lisant son récit aujourd'hui, on sent encore cette fierté, intacte et sans la moindre gêne, et cette vision du monde avait des dents. Soyons honnêtes sur ce que fut réellement l'adolescence de Herman, car lui-même fut honnête à ce sujet. À partir d'environ 13 ans, il participa à des raids au Texas et au Mexique, et les raids de chevaux n'étaient pas des aventures sans effusion de sang. Ses mémoires décrivent des combats où des gens des deux camps furent tués, et il ne prétend pas avoir été un simple spectateur. Les gens qui dormaient avec des fusils près des piquets de clôture dormaient parfois ainsi à cause de lui. Il ne jouait pas la comédie. À 15 ans, il n'existait plus aucun sens dans lequel il était un garçon allemand déguisé. La transformation que les récits de captivité suggèrent toujours s'était, dans son cas, tout simplement accomplie. Et elle allait être mise à l'épreuve face aux hommes de loi les plus célèbres de la frontière. Au milieu des années 1870, le monde dans lequel Herman avait été adopté manquait visiblement d'espace. Le Texas avait réorganisé les Rangers en bataillons de la frontière en 1874, des compagnies de jeunes cavaliers bien armés dont le seul travail était de traquer les partis de pillards. La même année, la guerre de la Rivière Rouge menée par l'armée brisa la puissance militaire des Comanches et des Kiowas et poussa bande après bande vers la réserve de Fort Sill. Quand les soldats détruisirent les grands camps Comanches dans le canyon de Palo Duro et abattirent plus de 1000 chevaux capturés, tout le monde dans les plaines comprit comment cela allait finir. Un peuple du cheval, sans chevaux, sur une plaine à bisons sans bisons, ne peut rester libre. Et Herman chevauchait en guerrier précisément durant les années où le monde du guerrier était démantelé. En août 1875, cette collision devint personnelle. Le parti de pillards de Herman avait traversé les collines du Texas quand une compagnie de Rangers du Texas coupa leur piste et les rattrapa dans un combat au galop à travers des kilomètres de terrain accidenté. Herman combattit en arrière-garde, ses longues tresses volant au vent, indiscernables à pleine vitesse de tout autre jeune guerrier. L'un des Rangers qui le poursuivait ce jour-là était un jeune homme de 10 à 9 ans nommé James Gillette, qui deviendrait l'un des hommes de loi les plus célèbres du Texas. Dans le chaos du combat, Gillette se rapprocha du cavalier aux longs cheveux, leva son fusil et le tenait. Une pression sur la gâchette, et cette histoire se termine dans un ravin sans nom en 1875. Le cheval fit un écart, le tir passa à côté, et Gillette poursuivit sa route sans aucun moyen de savoir qu'il venait de manquer de tuer un garçon kidnappé de Loyal Valley. Retenez son nom. Lui et Herman n'en avaient pas fini l'un avec l'autre. Herman échappa à ce combat à pied, traqué et dépouillé de presque tout, et l'épreuve de rejoindre la bande à travers tout ce pays ouvert fut en soi une histoire de survie. Et le schéma plus large était sans équivoque. Les raids au Mexique fonctionnaient encore, mais du côté texan, l'étau se refermait, et partout où les partis de guerre chevauchaient, ils traversaient des terres à bisons devenues des champs d'os, blancs de squelettes à perte de vue. Herman était un adolescent, et même lui pouvait lire ce paysage. La question ne fut jamais de savoir si la vie libre prendrait fin, mais ce qui y mettrait fin en premier. Pour Herman, la réponse ne vint pas de ce que l'armée fit. Puis, autour de 1876, le désastre arriva de l'intérieur du camp plutôt que de l'extérieur. Au cours d'une querelle d'ivrogne, un homme médecine de la bande tira sur Carnoviste et le tua. L'homme qui avait volé l'enfance de Herman avait menti sa famille dans la tombe, l'avait battu, formé et finalement aimé comme un fils, avait soudainement disparu, et la réaction de Herman vous dit tout sur ce qu'il était devenu. Il ne se sentit pas libéré. Il se sentit orphelin à nouveau, et selon le code par lequel il vivait désormais, un fils orphelin avait une obligation claire. Herman tua l'homme médecine. Il avait 10 à 7 ans. Et en l'espace de quelques jours, il avait perdu son père et s'était fait des ennemis de sang parmi les parents du mort, des hommes ayant une véritable position dans la seule communauté qu'il possédait. Les parents d'un homme médecine pouvaient réclamer vengeance, et Herman n'attendit pas de voir s'il le ferait. Il prit des chevaux et des armes, quitta le camp de nuit et chevaucha vers l'est sur les plaines jalonnées, seul. Ce qui suivit est, à mon sens, le chapitre le plus étrange et le plus obsédant de la vie de Herman Lehman. Pendant environ 1 an,
Un adolescent vécut entièrement seul sur le Llano Estacado, le haut plateau plat et presque sans relief à cheval sur la frontière du Texas et du Nouveau-Mexique. Il ne pouvait pas aller chez les Blancs, qui, autant qu'il le sache, étaient l'ennemi qui avait tué sa famille. Il ne pouvait pas retourner chez les Apaches, car les parents de l'homme médecine mort étaient quelque part derrière lui. Alors il vécut, tout simplement, comme un animal vit, dans les replis du pays. Il campait dans des ravins où son feu ne se verrait pas, se déplaçait tous les quelques jours et chassait à l'arc quand il le pouvait, car un coup de feu dans les plaines annonce un homme à des kilomètres. Durant l'été, cette discipline était supportable, même dans son récit, parfois douce. Il avait des chevaux, de la viande et une liberté absolue. Mais ensuite, les vents du nord arrivèrent, les blizzards bleus d'hiver qui faisaient chuter la température des plaines de 20 degrés en 1 heure, et la liberté se transforma en quelque chose de plus proche d'une condamnation. Herman passa cet hiver blotti dans des abris de broussailles avec ses chevaux, un garçon de 10 à 7 ans sans bande, sans famille, sans langue, qu'il puisse sans danger parler à un autre être humain. Ses mémoires laissent filtrer quelques détails de cette année-là, et ce sont de ceux qu'on n'invente pas. Il parlait à ses chevaux, parce qu'ils étaient la seule compagnie qui ne pouvait pas le trahir. Plus d'une fois, il resta allongé dans l'herbe la nuit, regardant la lueur d'un feu de camp lointain, et ressentit l'attraction vers cette lumière comme une force physique, pesant la chaleur et les voix contre la possibilité d'une balle. Chaque fois, pendant des mois, la prudence gagna, et il recula dans l'obscurité. De l'extérieur, sa vie aurait presque semblé paisible. Un cavalier solitaire dérivant à travers un océan d'herbe. De l'intérieur, c'était un souffle retenu qui dura 1 an. Au printemps de 1877, la solitude vainquit la prudence. Herman croisa la piste d'une bande comanche et prit une décision qui aurait facilement pu le tuer, car un cavalier solitaire en tenue apache s'approchant d'un camp comanche était une cible légitime. Il chevaucha vers la fumée malgré tout. Ce qui se passa ensuite fut une confrontation. Des guerriers entourant un étranger qui restait sur son cheval et signifia par geste qu'il venait en paix, puis une escorte méfiante jusqu'au camp, puis un conseil. Il parlait apache. Certains d'entre eux aussi. Il était jeune, visiblement endurci, visiblement seul. Et les Comanches, à la fin de leur propre liberté et à court d'hommes de combat, firent place au feu. Herman Lehman venait de rejoindre les derniers Comanches libres sur terre, dans les derniers mois où une telle chose existerait jamais. La bande évoluait dans l'orbite des Comanches Quahadas, et les Quahadas signifiaient un homme par-dessus tous, Quanah Parker. Pour comprendre pourquoi Quanah regarda ce guerrier aux yeux bleus et y vit quelque chose qui méritait d'être protégé, il faut connaître sa propre histoire familiale, car c'est l'histoire de Herman, reflétée dans un miroir. En 1836, des pillards comanches avaient emporté une fillette de colon de 9 ans nommée Cynthia Ann Parker. Comme Herman, elle fut complètement absorbée. Elle devint Nadua, épousa le chef de guerre Petanocona et donna naissance à Quanah. Puis, en 1860, à la rivière Peace, des rangers du Texas la recapturèrent et la rendirent de force à une famille blanche qu'elle ne connaissait plus. Les Texans s'attendaient à une rédemption joyeuse. Ce qu'ils obtinrent fut une femme qui tenta à plusieurs reprises de fuir vers les plaines et qui, après la mort de sa jeune fille, se laissa essentiellement mourir de chagrin. Quanah grandit avec cette blessure. Sa mère avait été prise 2 fois, une fois par les Comanches et une fois par les Blancs, et c'est la seconde prise qui l'avait détruite. Quanah avait répondu à ce chagrin en devenant, pour un temps, le résistant le plus intransigeant des plaines, gardant ses Quahadas libres sur le Llano Estacado plus longtemps que toute autre bande comanche, avant de les conduire à Fort Sill en 1875. Alors, quand un jeune homme né blanc et élevé apache sortit du néant et demanda à appartenir, Quanah Parker comprit exactement ce qu'il avait sous les yeux. Avec le temps, Quanah ne se contenta pas de tolérer Herman. Il le prit dans sa propre famille et l'appela son fils. Herman, qui avait maintenant perdu 2 pères, un fermier allemand dont il se souvenait à peine et un guerrier apache qu'il avait vengé, reçut un 3e. Petite pause ici. Si vous trouvez que cette histoire vaut votre temps, vous abonner aide véritablement cette chaîne à continuer de raconter correctement l'histoire de la frontière en format long, une histoire par semaine. Maintenant,
Revenons à 1877, car l'appartenance que Hermann avait enfin trouvée vivait déjà en sursis. L'appartenance était réelle, le moment était terrible. En 1877, la vie libre Comanche dans laquelle Hermann venait d'être accueilli se mesurait en mois. Les bisons avaient presque disparu des plaines du sud, abattus en monticules d'os par les chasseurs de peaux. L'armée tenait Fort Sill et la réserve en territoire indien, et Quanah lui-même, lisant l'avenir clairement, avait déjà conduit son peuple à la réserve et exhortait les derniers résistants à suivre. Les mémoires de Hermann le situent dans cette période finale et désespéré sur les plaines, y compris, selon ses propres dires, les dernières bribes de combat entre des groupes comanches et des chasseurs de bisons ce printemps-là. Quels que fussent les détails exacts, la fin ne faisait aucun doute. À l'été de 1877, la bande avec laquelle Hermann chevauchait se rendit à Fort Sill. Il n'y eut pas de bataille finale, pas de dernier combat. Les derniers Comanches libres chevauchèrent simplement vers l'agence parce que l'alternative était de regarder leur famille mourir de faim sur une plaine que les bisons avaient quittée, et Hermann chevaucha avec eux. Comme ça, son monde se rétrécit aux limites d'une réserve, et sur une réserve, contrairement aux plaines ouvertes, les gens sont comptés. Des employés de l'agence enregistraient les noms, des officiers parcouraient les camps, et tôt plutôt que tard, quelqu'un d'officiel regarda attentivement un jeune guerrier comanche et remarqua que sous la peinture, les tresses et la peau noircie par le soleil, ses yeux étaient bleus. Hermann ne coopéra pas avec la découverte. Quand on l'interrogea, il nia être blanc. Ce n'était pas exactement un mensonge. Il ne parlait plus anglais, ni allemand. Il n'avait aucun souvenir fiable d'une vie avant les plaines, et la vie dont il se souvenait lui disait que les Blancs étaient l'ennemi qui avait détruit tout ce qu'il aimait. Quanah le protégea un temps, et parmi les Comanches, il était simplement l'un des leurs. Et contrairement à tous ceux autour de lui, Hermann avait une complication qu'aucun autre jeune Comanche n'avait. Quelque part dans les archives du Texas, il correspondait à un signalement, car loin au sud, Auguste Buchmayer écrivait encore des lettres, 8 ans de lettres maintenant, décrivant un garçon enlevé d'un champ de blé près de Loyal Valley en mai 1870. Et à l'ère des réserves, ces lettres avaient enfin quelque chose contre quoi être vérifiées. Un jeune homme blanc ayant exactement le bon âge vivant parmi les Comanches à Fort Sill. Les pièces s'emboîtaient. Au printemps de 1878, l'armée prit sa décision, et elle ne fut pas formulée comme une question. Hermann Lehmann rentrait chez lui, qu'il croit ou non en avoir un. Les récits de ce moment s'accordent sur quelque chose de discrètement dévastateur. Quanah Parker, le père adoptif, ne combattit pas l'ordre. Il avait vu sa propre mère être tiraillée entre les mondes, et il semble avoir dit à Hermann, en substance, qu'une mère vivante n'est pas une chose qu'un homme devrait refuser. Alors, en avril 1878, une escorte de soldats emmena Hermann vers le sud, hors du territoire indien, à travers la rivière Rouge et à travers le Texas, refaisant en sens inverse la géographie de son enlèvement d'enfant. Aux alentours du 12 mai, presque exactement 8 ans après avoir été emporté du champ de blé, l'escorte entra dans Loyal Valley et le livra à une ferme de pierre et de bois remplie d'inconnus. La famille Buchmayer avait préparé un retour au foyer, les voisins s'étaient rassemblés, il y avait de la nourriture, il y avait des larmes, et il y avait une mère scrutant le visage d'un guerrier de 10 à 9 ans aux tresses et à la peinture à la recherche de son petit garçon. Hermann décrivit plus tard ce jour-là avec une honnêteté sans fard. Il ne reconnut personne, il ne ressentit rien. Quand sa mère le serra dans ses bras, il l'endura. Pour son cœur, sa mère était morte en 1870, et cette étrangère en pleurs était une femme blanche dans une maison blanche, en territoire ennemi. Une personne finit par percer ses défenses, et il est logique de savoir qui c'était, Willie. Le petit frère qui avait partagé les premiers jours de captivité était maintenant un homme de 16 ans, et il portait des souvenirs des deux côtés de la frontière, la ferme et les pillards, les hymnes allemands et la dure chevauchée vers l'ouest. Par Willie et par la simple répétition quotidienne, la réalité de la famille devint lentement croyable pour Hermann. Ces gens étaient apparemment les siens, ce qui signifiait que le mensonge de Carnoviste se trouvait enfin pleinement exposé
et Herman dut absorber un calcul brutal. Le deuil qui l'avait converti, la famille morte qui avait rendu la fuite inutile et l'adoption possible avait été une fiction. Sa mère avait passé 8 ans à écrire des lettres. Il avait passé 8 ans à la pleurer. On pourrait s'attendre à ce que cette prise de conscience le fasse revenir d'un coup, à ce que le monde blanc redevienne un foyer. Il n'en fut rien. Et les mois après son retour se lisent moins comme des retrouvailles que comme une confrontation au ralenti. Herman refusa le lit qu'on lui avait préparé et dormit par terre ou dehors, enveloppé dans une couverture sous le ciel. Il refusa le pain. Il refusa le porc, que les Apaches lui avaient appris à considérer comme impur. Il garda ses cheveux longs, garda ses armes à portée de main et continua d'essayer de partir. La famille prit des tours de garde comme on surveillerait une porte dont on sait qu'elle va s'ouvrir. Une fois, invité à un rassemblement de voisins, Herman décida de contribuer au divertissement comme l'aurait fait un invité d'honneur et exécuta une danse de guerre complète en peinture et tenue d'apparat. La pièce se vida. Certains de ses voisins avaient enterré des proches tués dans des raids exactement comme ceux auxquels Herman avait participé. Herman fut sincèrement perplexe. Il l'avait fait comme un cadeau. Plus d'une fois, il partit simplement et fut persuadé de revenir ou rattraper à cheval et ramener. Et Auguste semble avoir compris, avec une patience qui est en soi une forme d'héroïsme, que son fils ne pouvait pas être réclamé de force une seconde fois. On ne pouvait que l'attendre. Alors la famille attendit, le nourrit et le laissa dormir sous les étoiles dans la cour de sa propre maison, et très lentement l'attente fonctionna, du moins en partie. Ce petit désastre résume tout son dilemme. On demandait à Loyal Valley de réabsorber un jeune homme qui avait été, en termes clairs, l'un des pillards. Certains voisins y parvinrent, d'autres jamais. Herman vivait parmi des gens qui voyaient, quand ils le regardaient, à la fois l'enfant volé et le guerrier ennemi, et il n'y avait aucun moyen honnête de leur dire qu'ils se trompaient sur l'un ou l'autre. Lentement, sur des années plutôt que des semaines, une paix partielle s'installa. L'allemand lui revint d'abord, puis l'anglais. Il fut baptisé dans la foi méthodiste de sa famille et travailla quand le travail lui convenait, n'importe quoi à cheval, bien qu'il ne fît jamais la paix avec la charrue. Cruiser la terre, pensait-il, n'était pas une vie pour un homme qui avait chassé le bison. Un premier mariage en 1885 s'effondra rapidement, puis en 1896, il épousa Fanny Laït et celui-là tint. Ils élevèrent 5 enfants, et Herman devint quelque chose de presque ordinaire, un mari et père des collines avec des histoires inhabituelles, presque ordinaires. Car l'attraction vers le nord ne disparut jamais, et au nouveau siècle, Herman cessa enfin d'y résister. Vers 1900, Herman déplaça sa famille vers le nord en Oklahoma, s'installant près des communautés Comanches sur les anciennes terres de réserve. Les Comanches le reçurent pour ce qu'il était, un parent. Il rendit visite à la célèbre maison étoilée de Quanah Parker, s'assit au rassemblement non pas comme une curiosité mais comme un proche, et parla la langue qu'il n'avait jamais lâchée. Puis il demanda quelque chose de remarquable, et Quanah le soutint. Herman fit une demande pour être officiellement reconnu comme membre de la nation Comanche au motif de son adoption en tant que fils de Quanah. Réfléchissez à ce que cette demande était. Un homme blanc né de parents immigrants allemands pétitionnant le gouvernement des États-Unis pour certifier qu'il était légalement un Indien. Le processus traîna pendant des années et en 1908 il aboutit. Le gouvernement approuva son inscription en tant que membre adopté de la nation Comanche et lui accorda le même lot de 160 acres accordés aux Comanches par le sang. Le gouvernement qui avait traîné Herman de force vers la blancheur, en 1878, concéda formellement 30 ans plus tard qu'il avait été Comanche depuis le début. En 1911, Quanah Parker mourut à la maison étoilée et Herman le pleura comme un fils enterrant un père, le 3e père qu'il avait perdu et le dernier. Il resta en Oklahoma pendant des années, mais vers 1926, vieillissant et en santé déclinante, il revint à Loyal Valley pour vivre ses dernières années avec la personne qu'il avait connue le plus longtemps sur cette terre, son frère Willie. Les 2 garçons enlevés du champ de blé en 1870 terminèrent l'histoire sous le même toit, ce qui nous ramène aux foires de comté et à l'un des spectacles les plus étranges du début du XXe siècle dans l'Ouest, car dans ces dernières décennies,
Herman Lehmann devint un artiste de spectacle. Aux foires, aux rodéos, aux réunions de vieux colons et aux conventions de conducteurs de troupeaux à travers les collines et au-delà, il apparaissait en tenue comanche complète, bonnet de guerre traînant, montait un cheval et faisait la démonstration de la chasse au bison. Un jeune bovin était lâché dans l'arène pour remplacer les troupeaux disparus et Herman le coursait au galop et le tuait d'une flèche, puis le dépeçait et mangeait le foie cru, la portion traditionnelle du chasseur, devant la tribune. Les foules payaient pour regarder, aux réunions des vieux conducteurs de troupeaux à San Antonio, aux foires des collines à Mason et Fredericksburg, et il n'édulcorait rien pour le public. Beaucoup de ces foules étaient les enfants et petits-enfants des familles mêmes qui avaient autrefois dormi avec des fusils près des piquets de clôture à cause de pillards comme lui. Il est facile de réduire ces représentations à quelque chose de triste, un vieil homme rejouant sa jeunesse volée comme divertissement pour les gens qui la lui avaient reprise, et il y a un peu de cela, mais les témoignages que nous avons suggèrent qu'il ne le vivait pas comme une humiliation. L'arène était le seul endroit qui restait au Texas où il était autorisé, et même applaudi, à être pleinement et publiquement ce qu'il était. Pendant quelques minutes devant la tribune, les règles de 1878 étaient suspendues et Enda pouvait revenir, et les foires produisirent une réunion qui ferme un cercle que nous avions ouvert il y a longtemps. Parmi les vieux de la vieille que Herman apprit à connaître sur le circuit des réunions, se trouvait un ancien célèbre rangeur du Texas nommé James Gillette, le même homme qui en août 1875 avait visé son fusil sur un jeune guerrier aux longs cheveux et l'avait manqué. Les deux hommes découvrirent qu'ils s'étaient trouvés aux deux extrémités de cette ligne de mire et au lieu d'un grief, cela devint une amitié. Ils apparurent ensemble, deux survivants âgés de la même guerre disparue, racontant la même histoire depuis les deux côtés. L'histoire écrit rarement ses propres dénouements aussi proprement, mais parfois elle le fait. Herman raconta aussi son histoire en livre, deux fois, d'abord en 1899, puis dans le récit plus complet de 1927, 9 ans parmi les Indiens. Cela reste l'un des récits de captivité les plus précieux jamais enregistrés, précisément à cause de ce qu'il refuse de faire. Herman ne joue pas le repentir. Il décrit les raids et les tueries sans broncher, et il décrit ses années dans les plaines, par déclaration directe et par le ton indubitable, comme les meilleures années de sa vie. La nostalgie dans ce livre ne pointe pas vers l'Oyal Valley. Elle pointe vers le nord, vers un pays d'herbe et de chevaux qui n'existait plus nulle part sauf dans la mémoire des vieux hommes. Herman Lehmann mourut à Loyal Valley le 2 février 1932, à 72 ans, et fut enterré dans le cimetière communautaire de l'endroit, à quelques minutes à cheval du champ de blé où cette histoire avait commencé. Le Texas qu'il laissait derrière lui était celui des autoroutes et de la radio. Celui dont il se souvenait le mieux n'avait aucune clôture. Le champ de blé est toujours à peu près là où il a toujours été, sur la vieille route près de l'Oyal Valley, et si vous conduisez sur cette portion de colline aujourd'hui, vous passerez en vue des deux extrémités de la vie de Herman Lehmann, la ferme d'où il fut volé et la tombe où il fut rendu. Tout ce qui se trouve entre les deux résiste aux versions simples. Deux familles réclamèrent Herman Lehmann pendant 60 ans. Et la vérité inconfortable que cette histoire nous laisse est que les deux avaient raison. Il était le fils d'Auguste et il était celui de Quanah. Il était le garçon dans le champ de blé et il était le vieil homme dans l'arène, fermant les yeux au-dessus d'un arc bandé et voyant, l'espace d'un instant, les troupeaux revenir. Nous n'avons pas à décider lequel était le vrai Herman. Lui-même ne l'a jamais fait. Si vous voulez une autre vie prise entre ces mêmes deux mondes, notre vidéo sur Cynthia Ann Parker, la mère captive de Quanah, est à l'écran maintenant.